Bonjour à tous et bienvenue en direct sur les chaînes parlementaires. Édition spéciale au lendemain de la plus grave attaque terroriste perpétrée sur le territoire français, revendiquée par l'État islamique. 6 attaques simultanées et coordonnées ont fait au moins 128 morts à Paris, 300 blessés à proximité du Stade de France, notamment où se trouvait François Hollande. Un acte de guerre selon le chef de l'État qui a immédiatement décrété l'état d'urgence et un deuil national de 3 jours. Le Parlement sera réuni en congrès à Versailles lundi. 10 mois après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. La France doit donc faire face à un terrorisme d'un genre nouveau. Pour la première fois, des kamikazes se sont fait exploser. Les réactions politiques sont nombreuses. La solidarité des alliés s'est manifestée dès hier soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h30 pour comprendre et analyser cette situation sans précédent. Mais avant de développer toutes ces informations, direction tout de suite l'Elysée où se trouve notre journaliste Paul Bouffard. Paul, alors un conseil des ministres est réuni depuis 15 heures. Où en est-on exactement ? Deuxième conseil des ministres depuis les attaques de la nuit. Delphine, les drapeaux sont en berne ici à l'Elysée. François Hollande qui a réuni un conseil des ministres extraordinaire, élargi à l'ensemble du gouvernement. Bernard Cazeneuve, Christiane Taubira, Marisol Touraine, ils sont tous là. Aujourd'hui, il s'agit de regarder la mise en œuvre de cet état d'urgence décrété dans la nuit. Bernard Cazeneuve l'a précisé plus tôt, cette mesure qui autoriserait les préfets à recourir au couvre-feu en cas de trouble de l'ordre. Et puis la COP21 abordée lors de cette réunion, vous le savez, elle doit se tenir à partir du 30 novembre à Paris. Eh bien, pas question de l'annuler, apprend-on ici. Peut-être que sa formule sera réduite pour plus de sécurité. Et puis, cette information, Christiane Taubira devrait s'exprimer dans les minutes qui suivent. Merci beaucoup Paul et on vous retrouve bien entendu dès que ce conseil des ministres est terminé. 3 invités m'accompagnent sur ce plateau. Nathalie Goulet, bonjour, sénatrice UDI de l'Orne. Vous êtes membre de la commission des affaires étrangères du Sénat et à l'origine d'une commission d'enquête sur les réseaux djihadistes. On va en parler dans un instant. Gérard Longuet est également avec nous. Bonjour, sénateur Les Républicains de la Meuse, ancien ministre de la Défense. Merci d'être avec nous. Luc Poignant est également sur ce plateau, membre du syndicat Unité SGP Police. Une première réaction, Nathalie Goulet, la France de nouveau frappée au cœur 10 mois après ces attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Votre réaction ? D'abord l'effroi, la solidarité avec les victimes, je crois qu'il faut quand même le rappeler, même si on l'a déjà beaucoup dit et beaucoup entendu, c'est quand même absolument terrifiant. Face à un terrorisme organisé, formé, décidé à tuer, et vraiment ayant très bien planifié son opération. Donc on est passé dans un stade qui aurait pu sembler artisanal au moment de Charlie, ou dans ce qui s'est passé précédemment ou juste après, et qui devient quand même quelque chose d'institutionnalisé, en tous les cas de très professionnel. Oui, Gérard Longuet, est-ce que vous partagez cette analyse ? On le voit, ce terrorisme d'un genre nouveau, avec pour la première fois des kamikazes qui se font exploser en pleine rue. Oui, d'abord, comme Nathalie Goulet, je voudrais revenir sur la très grande solidarité de l'ensemble de nos compatriotes à l'égard des victimes, naturellement, de leurs familles, de leurs amis. Et par ricochet, nous sommes tous très directement concernés. Solidarité à l'égard du gouvernement qui assume une responsabilité extraordinairement difficile. Et le moment n'est pas venu de réserver ou de compliquer inutilement. Le moment du débat viendra et Nathalie Goulet a posé des pistes majeures. Le président de la République a proposé une réunion du Congrès. C'est exceptionnel. La réforme de la Constitution de 2008 le permet. Lundi, effectivement. Donc, députés, lundi, sénateurs, et comme parlementaire, j'ai plutôt envie d'attendre cette déclaration du président de la République parce que là, nous serons interpellés en tant que parlementaires qui votons des lois ou qui soutenons la mise en œuvre d'une politique ou qui souhaiteront sa modification. Je voudrais revenir quand même sur un point qu'a évoqué Nathalie Goulet et qui est très vrai. Nous sommes dans une guerre et pour avoir été ministre de la Défense, vous avez bien voulu le rappeler, une guerre ne se partage pas et on n'en cantonne pas le terrain selon son bon vouloir. À partir du moment où on est dans une guerre, dans un système qui est mondialisé, et tout est possible, lorsque l'adversaire dispose d'une base et dispose de relais. Je n'en dirai pas plus à cet instant, mais rappelons que nous menons des actions de guerre et qu'il faut avoir une vision globale de cette guerre.
et pas considérer que parce que c'est loin, cela ne concerne que les professionnels. Ouais. Avant d'aller plus loin dans ce débat, Luc Poignant, une réaction à ce que vous venez d'entendre peut-être? C'est une fois encore un lourd tribut que tout le monde paye. On est à moins d'un an des attentats de Charlie Hebdo. Mes collègues ont subi des pertes à ce moment-là. Là, on a heureusement un collègue de blessé et malheureusement des collègues qui étaient au sein du Bataclan, dont un qui est décédé. C'est quelque chose qu'on redoutait, qu'on attendait malheureusement, mais qu'on redoutait quand même. Et il faut attendre le résultat de l'enquête pour pouvoir aller plus loin dans le diagnostic. Ouais. Nathalie Goulet, alors on a vu aussi que finalement François Hollande pouvait être clairement visé par ces attentats avec ces attaques à proximité du Stade de France où se trouvait le chef de l'État. Oui, alors justement sur le Stade de France, je voudrais juste rebondir une seconde pour marquer mon respect, mon admiration pour le travail des forces de police et de gendarmerie qui ont évacué le Stade de France sans une égratignure et sans bousculade, 70 000 personnes dans des conditions extrêmement difficiles et probablement extrêmement tendues, étant entendu que la majeure partie des gens n'avaient pas tout à fait compris ce qui s'y passait. Donc le président a été mis en sécurité rapidement. Je ne suis pas sûre que ce soit lui qui a été touché directement à ce moment-là. En tous les cas, si c'était la cible, elle a été ratée, Dieu merci. Mais là, il faut quand même rendre un hommage appuyé à nos forces de police parce que c'était un exercice qui était extraordinairement difficile. Et à l'ensemble du sang-froid des personnels du stade, oui. Et je dirais du public. On a vu des mouvements de panique qui ont transformé des incidents en tragédies. Là, nous avions une tragédie qui a été limitée par le sang-froid des forces de police, des professionnels et du public qui a joué le jeu dans des conditions que l'enquête déterminera. Alors, Michael Zamès nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, Michael. Avec vous, on va analyser les conséquences politiques de ces attentats. François Hollande, dès hier, lors de sa courte intervention télévisée peu avant minuit, déclarait « Nous savons d'où vient l'attaque, qui sont ces terroristes ?» Ce matin, avant la revendication officielle de l'État islamique, le chef de l'État dénonçait un acte de guerre commis par une armée terroriste Daesh. On l'écoute. La France, parce qu'elle a été agressée lâchement, honteusement, violemment, la France sera impitoyable à l'égard des barbares de Daesh. Elle agira avec tous les moyens, dans le cadre du droit, et tous les moyens qui conviennent, et sur tous les terrains, intérieurs comme extérieurs, en concertation avec nos alliés qui eux-mêmes sont visés par cette menace terroriste. Alors, quelle analyse faites-vous de cette déclaration, Michael? On l'a vu, le chef de l'État qui ciblait l'État islamique dès son intervention. Oui, absolument. C'est la nouvelle façon de faire de François Hollande, cette guerre impitoyable qu'il faut mener aujourd'hui contre Daesh. Tous les moyens intérieurs, extérieurs. Et on verra peut-être un petit peu plus tard justement que la politique refait surface, même s'il y a eu une forme d'unité aujourd'hui depuis hier soir évidemment pour les victimes, l'hommage national, les hommes et femmes politiques ici l'ont dit et redit, hommage d'unité, mais là on sent que le vocabulaire a changé. Et même depuis ce qui s'est passé avec le 11 janvier l'année dernière, ce qu'on a appelé l'esprit Charlie, on a bien vu que cet esprit-là, il avait changé aussi radicalement. Et on le verra également dans les autres petites phrases politiques et sur les autres déclarations. C'est depuis plusieurs choses. Il y a eu des crises multiples ces derniers temps. On peut les évoquer, l'esprit de Charlie qui n'était plus vraiment l'esprit de Charlie au lendemain des attentats, le débat sur l'identité nationale, l'autorité de l'État qui est mise en cause. Tout cela fait que le vocabulaire est en train de changer et la façon de faire la politique également est en train de changer. Après, il y a les déclarations, évidemment, très importantes de François Hollande qui étaient attendues. Il y avait hier soir l'effroi et la peur. Deux mots qui ont résonné à travers la France. C'était étonnant de voir François Hollande hier soir en images. Il avait ce côté un petit peu le souffle haletant, assez livide. Il s'est exprimé devant les Français, mais il y a eu ces deux mots, la peur et l'effroi, deux mots qui resteront, je pense, gravés. Oui. Alors, l'ancien président Nicolas Sarkozy s'est également exprimé. Le chef de l'opposition s'est entretenu ce matin avec François Hollande. Il doit d'ailleurs le recevoir demain à l'Élysée. Nicolas Sarkozy réclame des inflexions majeures en matière de sécurité, affirmant que la guerre que nous devons livrer doit être totale. On écoute le président des Républicains. La guerre que nous devons livrer doit être totale. Notre devoir est de prendre en compte l'extrême gravité de la situation et d'en tirer toutes les conséquences
en termes d'action. Rien ne peut être comme avant. Notre politique extérieure doit intégrer le fait que nous sommes en guerre. Notre politique de sécurité intérieure également. Nous avons besoin d'inflexions majeures pour que la sécurité des Français soit pleinement assurée. On a entendu inflexion majeure. Vous avez tout le changement de vocabulaire. Il y en a un qui parle d'actes de guerre qui étaient menés sur le territoire français, c'est le président de la République. Et l'ancien président de la République qui dit qu'il faut mener une guerre totale. Voilà, vous avez complètement deux avis divergents. Il n'y a plus d'esprit d'unité. Ce matin, quand Nicolas Sarkozy s'exprime, on est passé sur toute autre chose. La politique refait surface, bien entendu. Et puis, il y a cette demande d'inflexion. Cette demande d'inflexion qui est menée depuis un certain temps par les Républicains. Gérard Longuet pourra également peut-être réagir là-dessus. Parce qu'on sent que ce qui est visé, c'est l'autorité de l'État. C'est ce fameux laxisme que vous dites auprès de la ministre garde des Sceaux, Christiane Taubira. Et là, on sent d'ailleurs les propos de Nicolas Sarkozy, une critique quand même en filigrane de toute la politique qui est menée par le gouvernement actuel. Oui, avant de faire à Gérard Longuet, je vous propose aussi d'écouter Gérard Larcher, le président du Sénat. Il juge quant à lui que l'État doit être fort et la nation réunie face à une guerre qui nécessite, je cite, des réponses efficaces et adaptées. On écoute Gérard Larcher. Nos concitoyens, bien sûr, ils attendent la compassion, la solidarité, mais ils attendent l'action. C'est le sens aussi de mon propos ce matin, et c'est notre responsabilité de l'exprimer. Il y a des lieux pour l'exprimer, ça s'appelle le Parlement, ça s'appelle le Sénat. Le Congrès, comme nos débats de cette semaine, seront l'occasion de l'exprimer, et au-delà de l'expression, d'attendre un certain nombre de résultats. Donc vous approuvez, quand Nicolas Sarkozy dit qu'il faut renforcer ces mesures, vous approuvez? En tous les cas, c'est pas Nicolas Sarkozy, il l'a dit. Je crois que les Français attendent l'efficacité des mesures. Ouais. Là aussi, on l'entend. Il ne dit pas autre chose, Gérard Larcher, simplement il a sa façon de le dire, peut-être un petit peu plus sénatoriale, et en tant que président d'une chambre du Parlement. Mais il ne dit pas autre chose. Les Français attendent des résultats. Et c'est peut-être cela qui a le plus changé aujourd'hui. Après Charlie Hebdo, après les attentats, après les grandes manifestations du 11 janvier, c'est que les Français, aujourd'hui, ils attendent des résultats concrets. Et ça, c'est ce qui ressurgit quand vous discutez un petit peu avec les gens dans la rue. Oui, il y a cette compassion, mais d'abord les résultats et attaquons évidemment les terroristes. C'est ce qu'ils disent le plus en ce qu'on entend aujourd'hui dans les rues. Justement, en France, les réactions politiques sont nombreuses. La campagne pour les élections régionales a été suspendue. Faustine Saint-Geniès. Réunion de crise à l'hôtel de ville de Paris en début d'après-midi en présence des maires d'arrondissement. Anne Hidalgo a tenu à renouveler ses hommages aux très nombreuses victimes de ces attentats. Beaucoup de familles parisiennes sont dans la douleur. Elles ont perdu des proches, souvent des jeunes, des très jeunes. Et cette douleur, nous la partageons bien sûr avec eux. Le maire du 11e arrondissement de Paris, l'un des théâtres de ce drame, y voit une attaque contre la tolérance et la jeunesse. C'est la jeunesse de Paris qui a été visée, que ce sont des quartiers extrêmement festifs, mixtes, extrêmement variés, dans lesquels toute origine, toute religion cohabite paisiblement. Mais pas question pour autant de céder à la peur. Pour Nathalie Kosciusko-Morizet, présidente de l'opposition au Conseil de Paris. On ne se laissera pas abattre parce que justement, on est fort de ça, on est fort de ces valeurs de liberté et on continuera à se tenir debout. Se tenir debout, mais surtout unis face à l'adversité. C'est le message de très nombreux leaders politiques. J'en appelle à la concorde nationale. Je remercie le président Nicolas Sarkozy et tous les responsables politiques d'apporter leur concours à cette union. Dans un communiqué, Jean-Luc Mélenchon appelle, lui, à ne pas montrer du doigt une religion. Une unité de façade, car les critiques n'ont pas tardé, notamment du côté du Front National. La France et les Français ne sont plus en sécurité. Mon devoir est de vous le dire. La France doit interdire les organisations islamistes, fermer les mosquées radicales et expulser les étrangers qui prêchent la haine sur notre sol, ainsi que les clandestins qui n'ont rien à y faire. Face à ces attentats d'une ampleur inédite sur le sol français, les partis et les candidats ont décidé de suspendre la campagne pour les élections régionales de décembre prochain. Mickaël ? Oui, un mot simplement peut-être sur Marine Le Pen qui garde sa ligne directrice. Elle va tout droit, Marine Le Pen, les frontières, l'islam radical, son devoir de dire la vérité aux Français, ce que tous les hommes politiques font
évidemment, mais là, elle appuie là où ça fait mal. La France et les Français ne sont plus en sécurité. Ça aussi, c'est une phrase qu'on gardera en mémoire. Oui, merci beaucoup, Mickaël. Luc Poignant, effectivement, cette question de la sécurité qui va dominer les débats dans les semaines à venir. Est-ce que le chef de l'État a les moyens d'assurer la sécurité des Français aujourd'hui ? Alors, la réponse est oui, évidemment. Malheureusement, des attentats de cet ordre-là, où pour une fois, et c'est la première fois où on a affaire à des kamikazes, malheureusement, on ne peut pas l'éviter. On peut essayer d'en déduire des conséquences a posteriori, mais malheureusement, la sécurité à 100% n'existe pas. D'autant que, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que mes collègues ne sont pas formés complètement, par faute d'effectifs, à un certain nombre de faits qu'ils rencontrent. Vous avez les services de renseignement intérieur qui sont formés, eux, d'une manière très pointue, mais malheureusement, ils sont eux aussi en déficit d'effectifs et on ne peut pas mettre les moyens réellement pour lutter, a priori, contre ce genre de phénomène. Ouais, Nathalie Goulet, c'est vrai que ce sont des attaques aussi imprévisibles que imparables, c'est ce qui ressort aujourd'hui. Quelle est votre réaction en tant que parlementaire ? Le risque zéro n'existe pas, mais la fatalité non plus. Donc, moi, je voudrais aussi vous dire que dans la commission d'enquête que j'ai eu l'honneur de co-présider avec André Reichardt, les Républicains, nous avons souligné à de très nombreuses reprises la nécessité absolue de la formation. Parce que la formation au phénomène de radicalisation, c'est un phénomène nouveau. Les agents ne sont pas, enfin les personnels, que ce soit de police, les personnels municipaux, l'éducation nationale et tous les gens qui ont affaire avec les milieux qui se radicalisent ne sont pas formés pour reconnaître la radicalisation. La deuxième chose, et je crois que le débat sur la sécurité des Français va se jouer dans quelques semaines au moment du budget du ministère de l'Intérieur, parce que c'est là qu'on va voir, dans le budget des militaires, parce que c'est quand même là qu'on verra si les moyens sont bien en adéquation avec les promesses, parce que il s'agit pas uniquement de collecter des tas de renseignements, la pêche au chalut qu'on a bien voulu nommer ainsi. Il faut des moyens en hommes, en matériel, pour pouvoir exploiter les données. Or ça, on les a pas. Il faut des moyens pour avoir des personnels supplémentaires sur le terrain. Il faut des moyens supplémentaires aux frontières. Moi, j'étais à l'aéroport de Roissy ce matin. Il y avait 2 guichets d'ouverts pour les vols internationaux et pour les vols européens qui étaient rejoints, l'un rejoignant l'autre, pour avoir les mêmes garanties de présentation des documents d'identité. Et je peux vous assurer que le débat va se jouer au niveau budgétaire. Ouais. Gérard Longuet, quand vous entendez Nicolas Sarkozy qui demande une inflexion en matière de sécurité à François Hollande, qu'est-ce que ça veut dire selon vous ? Il faut lui demander. Je ne suis pas là pour commenter et faire l'exégèse de ces déclarations. Je voudrais simplement dire que c'est un terrorisme qui est lié à un conflit parfaitement identifié, le conflit syrien. D'autres pays, l'Espagne avec les Basques, l'Angleterre avec les Irlandais, ont connu des périodes terroristes extraordinairement cruelles. L'origine de ces guerres, de ces conflits terroristes, enfin dont le terrorisme était un moyen, était interne et pouvait se négocier. Nous avons fait le choix d'intervenir en Syrie. Je crois que nous avons raison. Le seul problème, c'est que nous n'en avons pas tiré peut-être toutes les conséquences. Nous en avons approché l'aspect offensif, l'intervention à l'extérieur. On a sans doute méconnu le caractère mondial. Aujourd'hui, aucun pays n'est à l'abri. Il se trouve que c'est nous qui sommes visés aujourd'hui, d'autres pourraient l'être demain matin. Et cela suppose en effet des liens extraordinairement étroits entre les forces de sécurité, qui sont des forces de l'intérieur, de la police ou de la gendarmerie, et l'action militaire extérieure et la volonté politique du gouvernement. Et je pense qu'aujourd'hui, le débat est ouvert. C'est la raison pour laquelle j'attendais, et j'attends avec intérêt, l'intervention du président de la République devant le Congrès pour qu'il dise au Parlement quelles sont ses intentions. Ensuite, tout ce qu'a dit Mme Goulet et M. Poignant est vrai. Il y a des questions de moyens. Mais quelle politique, quel projet, quelle guerre menons-nous? Alors justement, Gérard Longuet, Perrine Tard nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Perrine, avec vous on va voir les conséquences sur le débat parlementaire de ces attentats. On l'a dit, François Hollande recevra demain les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que l'ensemble des dirigeants des groupes parlementaires et des partis politiques, y compris le Front National. Et lundi, François Hollande réunira députés et sénateurs lors d'un congrès à Versailles. Il l'a annoncé ce matin, on écoute le chef de l'État. Dans cette période si douloureuse, si grave,
si décisive pour notre pays. J'en appelle à l'unité, au rassemblement, au sang-froid, et je m'adresserai au Parlement, réuni en congrès à Versailles lundi, pour rassembler la nation dans cette épreuve. Alors Perrine, on a entendu le chef de l'État qui va donc réunir ce congrès à Versailles. Ce sera une première pour lui finalement depuis son élection. Comment ça va se dérouler ce congrès? Alors ce congrès il aura lieu Delphine lundi à 16h et ce congrès il va être limité très certainement à une allocution unique du chef de l'État. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure l'Assemblée nationale qui a la main sur l'organisation du congrès. Donc sans débat, sans intervention des différents groupes parlementaires à la fois de l'Assemblée nationale et du Sénat, sauf si un seul groupe parlementaire en fait explicitement la demande. Le débat aura lieu alors de droit, c'est dans le règlement du Congrès. Vous l'avez dit tout à l'heure, les présidents des groupes parlementaires vont être réunis à l'Élysée demain à 15h par François Hollande. Alors la décision sera sans doute définitivement actée sur débat ou non lors de ce congrès de lundi. Et à noter que si débat il y a, c'est hors présence du chef de l'État qui ne reste pas pour écouter les parlementaires. Oui, Perrine, on va voir aussi la réaction de Gérard Larcher à la convocation de ce congrès. On l'écoute, il est au micro de Quentin Calmy. Les parlementaires, ils sont les représentants du pays, des citoyens, des territoires. Et au travers du Congrès, le président de la République va s'adresser à l'ensemble du pays. Je crois que dans une démocratie représentative, il est important qu'il y ait cet échange. Et d'ailleurs, je m'exprimerai moi aussi personnellement devant le Sénat à sa première réunion qui suivra le Congrès. Alors Perrine, quelles vont être également les conséquences sur l'agenda parlementaire? Aucune pour l'instant. Et à l'Assemblée nationale et au Sénat, on a décidé de ne pas modifier l'ordre du jour. Gérard Larcher l'a dit, le terrorisme ne tuera pas la démocratie. Il y aura donc à partir de lundi soir, après le congrès réuni à Versailles, eh bien, le débat sur la COP21 qui était prévu au Sénat. Et puis mardi, il y aura les questions d'actualité au gouvernement, le vote au Sénat du budget de la sécurité sociale. En revanche, si l'état d'urgence est maintenu en France au-delà de 12 jours, il faudra une loi pour le prolonger. C'est ce que dit une législation de 1955. C'est ce qui s'était passé en 2005 après les émeutes en banlieue. Il y avait une telle loi pour prolonger déjà l'état d'urgence en France. Et puis à noter aussi que le 25 novembre doit avoir lieu au Parlement un débat sur la prolongation de l'intervention française en Syrie, sauf s'il y a un changement de politique étrangère de la France. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci beaucoup Perrine. Et en revanche, on vient d'apprendre le congrès des maires de France qui devait débuter à Paris la semaine prochaine est annulé et reporté à la demande de l'État. Nathalie Goulet, qu'attendez-vous, vous, lundi de ce congrès? Est-ce que ça vous satisfait finalement si François Hollande vient juste faire une simple déclaration, si je puis dire, lundi devant les parlementaires? Mais de toute façon, une simple déclaration, c'est le principe même qui a été ajouté à la Constitution lors de la réforme de 2008, voulue par Nicolas Sarkozy. De ce point de vue-là, c'est quand même, ça s'apparente au discours sur l'état de l'Union à l'américaine. C'est pas ce discours-là, mais le principe était un peu celui-là, que le président puisse s'adresser aux deux chambres réunies puisqu'il ne peut pas venir dans nos parlements respectifs. Moi, je pense que c'est une bonne chose. De toute façon, la communication est une bonne chose. C'est plus qu'une bonne chose, c'est indispensable. C'est indispensable. Ouais. Savoir où le président de la République souhaite emmener la France dans la guerre qu'elle assume. Oui, mais est-ce que vous souhaiteriez être davantage associé avec des interventions des... Je crois que le président de la République fait ce qu'il doit faire. Il reçoit les présidents de groupe, il parle devant le Parlement, il s'efforce d'établir ce dialogue qu'il n'a peut-être pas su entretenir après Charlie. Et s'il l'entretient aujourd'hui, je pense qu'il sera dans sa mission. Ouais. Je pense qu'il ne peut pas faire autrement non plus. Si vous voulez, entre Charlie et aujourd'hui... Nathalie Goulet, alors qu'on voit, sur ces images, nous sommes en direct, eh bien, les premiers ministres qui sortent de ce Conseil des ministres, réunis depuis 15h, vous le voyez sur ces images, Alain Vidalis et Ségolène Royal. Nathalie Goulet... Oui, je vous disais quand même qu'entre Charlie et aujourd'hui, il y a eu un certain nombre d'incidents lourds, du Thalys, en passant par d'autres attentats. Il y a quand même eu... voilà, jusque-là, la décision, effectivement. Chère Nathalie, la décision d'intervenir... La décision d'intervenir qui nous rend évidemment plus vulnérables. Bon, et puis on a aujourd'hui sur le territoire, d'après l'UCLAT, l'unité centrale de lutte contre le terrorisme, plus de 7500 personnes signalées en voie de radicalisation ou déjà parties. Donc si vous voulez, entre Charlie et aujourd'hui,
Les chiffres sont un peu inférieurs du ministère de l'Intérieur, ceux qui ont répondu au numéro vert, on évoque 3800. Non, enfin bon. Enfin, c'est plusieurs milliers. De toute façon, bref, ça dépend. Il y a 2 fois 3000. Bon, on va pas s'y disputer sur les chiffres. C'est de toute façon beaucoup trop. C'est de toute façon beaucoup trop. Et puis, on a aussi une volonté marquée, puisque à partir de Charlie, le gouvernement a injecté 900 millions d'euros pour engager des nouvelles forces de police et de gendarmerie et les rééquiper. Donc il y a tout ce travail aussi qui est en cours. Justement, alors on va faire réagir Luc Poignant, qui représente les forces de police ici sur ce plateau. Qu'attendez-vous des parlementaires? Peut-être pas une énième législation, une énième moyen de renforcer l'arsenal antiterroriste déjà bien pourvu? Je pense que tout a été dit tout à l'heure. Ce qu'on attend, c'est un budget. Depuis 2008, on a perdu dans les forces, que ce soit la police nationale ou la gendarmerie, on a perdu 13 000 effectifs. Il est évident qu'aujourd'hui, on voit le résultat de la perte de 13 000 effectifs où on ne peut plus travailler correctement parce qu'on est justement en sous-effectif. Alors effectivement, un budget, oui, pour modifier un certain nombre de choses. Je pense par exemple à la modernisation de notre armement. Le 9 mm que mes collègues ont à la ceinture ne répond absolument plus aux nécessités de terrain. En face, hier, il y avait des Kalachnikov. Ce sont des armes de guerre à balles perforantes. Nous, c'est du 9 mm, c'est du petit calibre. D'autre part, ce qu'il nous faut absolument, c'est effectivement des effectifs, c'est engagé. Sauf que on les aura pas avant 2 ans, entre le moment où la décision est prise et le moment où ils sortent de l'école. Il faut 2 ans. Et si en plus on doit former un certain nombre de mes collègues on parle de la radicalisation, mais à vers d'autres orientations, ça prend beaucoup de temps. Gérard Longuet, sur ce débat aussi sur les armes, encore hier, Bernard Cazeneuve annonçait un plan pour mieux lutter contre le trafic d'armes. On se rend compte aujourd'hui il y a 2 choses très différentes. Difficile. Lutter contre le trafic d'armes, c'est le devoir absolu de l'État, et les forces de police sont là pour rendre ce devoir possible. Il y a ensuite les moyens. Moi, je suis très perplexe parce que je l'ai vécu comme ministre de la Défense au moment de l'affaire Mera à Toulouse. Des patrouilles dans une gare, oui, mais, pardonnez-moi l'expression, défourailler, se mettre à tirer dans des lieux publics, c'est extraordinairement difficile. Je crois que si c'est vraiment en amont qu'il faut casser le terrorisme, parce que quand le terroriste est dans la rue avec sa Kalachnikov, vous pouvez faire un certain nombre de choses, mais vous n'éviterez absolument pas les dégâts humains, même si vous avez des policiers nombreux et bien armés, parce qu'on a vu d'ailleurs dans l'affaire Charlie, qu'ils n'ont pas hésité à tirer froidement sur un policier qui d'ailleurs n'était pas en mesure de les arrêter véritablement. Ouais. Donc je pense que c'est en amont, et le problème du en amont, c'est celui qu'évoquait Nathalie Goulet, c'est nous avons des listes, nous avons des fichiers, on en fait quoi? Et ça, c'est la question majeure. Ouais. Nathalie Goulet, puisqu'on apprend qu'un des terroristes, visiblement, était connu. Il était connu avec ses empreintes digitales. Ça veut dire qu'il a fait l'objet probablement d'une fiche externe. Alors, nous avons demandé, la commission que j'ai eu l'honneur de coprésider, avait demandé un fichier central sur la base du fichier des délinquants sexuels pour les gens qui avaient eu des liens directs ou indirects avec le terrorisme. Et cette fiche, c'est un document de travail, c'est pas un fichier, on peut pas le croiser, la CNIL a mis son avis là-dessus. Bref, on n'a pas un vrai fichier à jour, nominatif, sérieux. Donc il faut absolument construire ce fichier, c'est une nécessité absolue. Ensuite, il va falloir quand même arriver à ce qu'on puisse obtenir au moins un croisement des fichiers des demandeurs d'asile, par exemple, avec ce fichier-là. Il faut quand même que ces documents... Bon, il n'y a toujours pas de PNR. Qu'est-ce que ça veut dire, Nathalie Goulet des personnels name record, il n'y a toujours pas ce fichier des transports que nous demandons et que le ministre nous a promis, que l'Union européenne ne veut pas nous donner, que les États-Unis ont réussi à exiger. Donc, si vous voulez, on a des problèmes de renseignement basiques. Avant de collecter tout un tas de données, on a des éléments essentiels sur le renseignement qu'on ne peut pas exploiter parce qu'on ne peut pas croiser les fichiers ni avoir de fichiers suffisamment à jour. Et je pense que ça, c'est un vrai problème. Luc Poignant, sur ce que vient de dire la sénatrice Goulet. Oui, avec quel effectif? Toujours la même chose. On peut avoir autant de listes que l'on veut, on peut avoir des milliers de noms ou même une petite centaine de noms. À partir du moment où on n'a personne pour les traiter, c'est vrai que ce sont des listes qui restent vaines. Oui, vous savez, j'ai le privilège de l'expérience. Au moment de la guerre d'Algérie, l'internement administratif, c'était l'état d'urgence, ou l'article 16, je ne me souviens plus, fonctionnait, d'un côté comme de l'autre.
Et les circonstances n'étaient pas les mêmes, mais nous sommes obligés de réfléchir à la question simple. Nous avons identifié des menaces. Que faisons-nous de cette menace en état de guerre? Si nous étions dans une société civile, on respecterait en effet le principe de liberté, la présomption d'innocence. Voilà. Si nous sommes en situation de guerre, Alors, comme le dit le Gérard président, Longuet, pardonnez-moi de vous dire, la France l'a déjà le connu. ministre de l'Intérieur Ok, on va s'exprimer, on va l'écouter, on reviendra bien à sûr. rappeler l'ensemble des en direct. dispositions qui ont été prises par le gouvernement sous son impulsion et sous son autorité, ainsi que celle du Premier ministre, depuis l'avènement de ces attentats. L'état d'urgence, qui implique la mobilisation dans des conditions exceptionnelles des forces de sécurité intérieure, mais également des forces armées dans notre pays. Conformément aux instructions qui ont été données par le Président de la République dès hier soir, j'ai pris toute disposition pour déployer sur l'ensemble du territoire national, et notamment en région parisienne, des forces de sécurité, en accroissant significativement le moyen des forces mobiles, en accroissant également les moyens des forces de la sécurité publique, de manière à assurer une présence extrêmement forte des forces de sécurité sur le territoire de la région parisienne, dans les transports en commun, sur les principaux axes de communication et partout dans le centre-ville de Paris. S'adjoindront à ces forces de sécurité, conformément aux instructions données par le Président de la République, 1500 militaires qui assureront la protection de lieux particulièrement stratégiques et opéreront des patrouilles au cœur de la capitale. Par ailleurs, le Président de la République a rappelé qu'il recevra demain dans la journée les responsables des organisations politiques ainsi que les responsables des institutions parlementaires de manière à donner à l'ensemble des représentants de la nation l'ensemble des informations dont nous disposons relatives aux attentats qui se sont produits hier. Par ailleurs, sous l'autorité du procureur du parquet antiterroriste, l'enquête se poursuit. Le Président de la République comme le Premier ministre ont particulièrement insisté sur l'exigence de transparence et sur l'exigence de vérité et de rigueur qui doit s'attacher aux informations communiquées. C'est la raison pour laquelle c'est le procureur de la République qui communiquera ces informations à mesure qu'elles seront vérifiées et avérées. Ce que je peux dire d'ores et déjà, c'est qu'en très étroite liaison avec le parquet antiterroriste, l'ensemble des services qui dépendent du ministère de l'Intérieur, en liaison avec d'autres services de pays européens notamment, conduisent l'ensemble des investigations permettant d'établir l'identité de ceux qui ont été à l'origine de ces actes barbares. Par ailleurs, un certain nombre de dispositions ont été prises conformément aux instructions données par le Président de la République à l'occasion de l'état d'urgence, concernant l'interdiction de manifestations et de rassemblements, à Paris notamment. J'ai par ailleurs ce matin tenu une conférence avec les préfets de zone, leur demandant de bien vouloir apprécier sur le territoire de leur ressort les dispositions qui doivent être prises pour qu'en province, les mêmes dispositifs que ceux qui sont mis en œuvre à Paris, s'ils devaient se révéler opportuns, soient décrétés dans les meilleurs délais. Lundi matin, les écoles ouvriront, 1 minute de silence aura lieu dans les services publics et un moment de recueillement dans le pays, puisque nous sommes dans un deuil, que nous sommes dans l'expression de notre compassion à l'égard des familles des victimes. Et le Président de la République, avec beaucoup de gravité, a rappelé l'unité et la solidarité de la nation face à ceux qui ont été victimes de ces actes terroristes et pour lesquels nous exprimons nos plus profonds sentiments de solidarité et de compassion. Je vous remercie.
Voilà pour cette intervention de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui s'est exprimé à l'issue de ce Conseil des ministres extraordinaire. Nous sommes toujours en direct sur les chaînes parlementaires. Nathalie Goulet, une réaction peut-être, ou Gérard Longuet, si vous souhaitez, à ces mesures, notamment l'état d'urgence et les couvre-feux. Donc les préfets seront donc autorisés à établir des couvre-feux. Ça a été le rappel des mesures prises immédiatement par le gouvernement au lendemain de ces attaques. Je note une première décision extrêmement importante, c'est de confier à une personne, à une seule, le procureur de Paris, le soin de communiquer. Oui, il s'exprimera à 19h. Hein, dans ce type d'événement, je crois que plus les informations sont certaines, confirmées et recoupées, mieux le dialogue s'établit entre les responsables, que ce soit des responsables administratifs, opérationnels ou des responsables politiques. Et je me garderai bien de porter un jugement sur la foi d'informations incertaines, et donc au moins qu'il y ait une base sur laquelle on puisse discuter. Je reviens sur l'essentiel. Le président de la République nous dit « nous sommes en état de guerre », ce qui est vrai. Et ce qui est un fait, je veux dire qu'en Syrie, nous transformons en cendres des gens qui combattent. Bon, c'est notre choix, on a des raisons de le faire, ça a des conséquences. Et ces conséquences, nous ne pouvons pas les cantonner à la Syrie. Il faut savoir qu'elles viendront forcément, notamment dans notre pays. À partir de ce moment-là, des mesures exceptionnelles. Quand j'entends Nathalie Goulet nous dire, et elle a raison de le souligner, que le travail initié par des gens qui s'y connaissent est paralysé par des considérations qui sont des considérations de paix. Ne pas croiser les fichiers, c'est très bien en période de paix. Mais si on est en période de guerre, il faut croiser les fichiers. Ou alors, les policiers, on leur dit, voilà, vous savez tout, mais vous n'avez le droit de rien faire. Sur le renseignement, voté encore récemment par le Parlement, donner des pouvoirs considérables, notamment aux forces de police. À condition que ce texte soit mis en œuvre complètement. Mais je ne suis pas assez compétent pour le juger, je laisserai à Nathalie. Ouais. Nathalie Goulet, une réaction, puis après on fera réagir Luc Poignant. Oui, non, pour en revenir au renseignement et à l'état de guerre, je crois que c'est vraiment la situation. Donc les pouvoirs exceptionnels sont des pouvoirs exceptionnels, on est dans une situation exceptionnelle et j'ajoute aussi que nous avons des troupes en opération extérieure, absolument exposées, et que c'est notre devoir absolu non seulement d'assurer leur sécurité à l'extérieur, autant que la sécurité de nos concitoyens à l'intérieur. Donc on a des responsabilités internationales que nous donne ce siège au Conseil de sécurité comme membre permanent, comme membre de la coalition. Il faut absolument pouvoir remplir ces obligations. Et donc je crois que dans ces périodes-là, sous un certain contrôle et dans certaines conditions, il faut absolument que le renseignement soit efficace. Vous savez, quand il y a eu cette histoire de Thalys, le ministre a proposé des billets nominatifs. Mais des billets de train nominatifs, s'ils ne sont pas répertoriés sur un fichier, exploités, croisés, ça sert absolument à rien. Vous voyez, bon, donc on a des mesures comme ça un peu rustines, qui sont des annonces. On attend un centre de déradicalisation qui arrive pas, etc. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont des espèces d'annonces pour lesquelles on n'arrive pas à avoir une vraie cohérence et surtout ce qu'attendent nos concitoyens, je vous l'assure, dans nos territoires, qui finissent par être quand même extrêmement inquiets, ce sont des résultats sur le terrain. Ils veulent des résultats, ils veulent sentir la sécurité sur le territoire. Ouais. Luc Poignant, on a entendu également Bernard Cazeneuve dire que l'enquête allait se poursuivre dans la transparence. Est-ce que ce mot vous a gêné? Est-ce que ça peut être une entrave à la poursuite de l'enquête selon vous? Non, à partir du moment où effectivement il n'y a qu'un seul interlocuteur et qui sera le procureur de la République, il n'y a pas de problème, hein. La transparence se fera, c'est pas tellement le souci, mais dans la période actuelle, effectivement, le travail des services de renseignement est absolument primordial, d'autant que, et là moi je ne m'attache qu'à la sécurité intérieure, en termes de sécurité intérieure dans la période actuelle, nous sommes effectivement en guerre, sauf que à cette différence près que dans les dernières guerres militaires, on arrivait à identifier son ennemi, que là son ennemi, ça peut être son frère, son voisin, un parent. C'est là où est toute la difficulté et d'où l'intérêt du travail de renseignement de mes collègues. 1500 militaires seront appelés en renfort pour aider vos services. Ça suffit selon vous? On peut mettre autant d'hommes qu'on veut, mais c'est jamais totalement suffisant, on est bien d'accord. D'un autre côté, rappeler sur la région parisienne, sur l'Île-de-France, des effectifs, c'est aussi quelque part implicitement reconnaître qu'on est en déficit, mais en même temps, il faut bien les prendre quelque part. Et donc on va dépouiller d'un côté pour pouvoir habiller de l'autre côté. Ça pose aussi un problème. Rapidement, Gérard Longuet. Très rapidement, je vais simplement rappeler que la France a l'expérience de la guerre. Nous commémorons la Première Guerre mondiale, nous avons connu la Seconde. Les gouvernements républicains ont pris des mesures lorsque nous étions en guerre, et des mesures qui étaient souvent très injustes parce qu'il n'y avait pas ces facultés de contrôle et d'identification dont nous disposons aujourd'hui.
Aujourd'hui, on est dans la situation inverse qui est absurde. C'est que nous avons des informations extraordinairement nombreuses. Ces gens parlent beaucoup, échangent beaucoup, communiquent beaucoup. Nous savons quelle est la probabilité qu'il soit un terreau pour un terrorisme et nous interdisons la possibilité d'intervenir en amont. Donc le problème est posé, je ne le règle pas, je n'ai pas la prétention de le régler à cet instant. Très vite, Nathalie Goulet. Un mot, on ne réglera pas cette question seule. Il faut absolument associer nos voisins européens alors de façon massive, effective et financière. On ne peut pas laisser les frontières comme elles sont aujourd'hui, c'est une vraie difficulté. Et quand vous voyez entre la frontière hongroise ces gens qui reçoivent des bombes lacrymogènes, qui jettent des pierres, ça ressemble beaucoup à l'intifada, ça interpelle et ça inquiète beaucoup. Qui sont en général majorité d'hommes jeunes dans la force de l'âge. Voilà. Donc il faut plus d'Europe. Et de l'Europe concrète sur le terrain. Merci Nathalie Goulet. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. On poursuit notre édition spéciale, toujours en direct sur les chaînes parlementaires. La France est donc réveillée en état de choc au lendemain, je le disais, des attentats les plus meurtriers de son histoire. La capitale parisienne est désormais sous haute surveillance. Commerces, écoles, musées, salles de spectacle sont fermées. Des manifestations sont annulées. La plupart des institutions publiques font l'objet de contrôles renforcés. Louis Sibyl. Visage fermé, visage consterné, visage triste. Je me dis que ça peut arriver à tout le monde, à tout moment. Et oui, je suis triste. Je pense à tous ceux qui sont morts hier. Oui, je suis triste. Paris offre un autre visage ce matin. Beaucoup de rues vides, des policiers qui patrouillent, des militaires postés devant les sites sensibles. Devant l'Assemblée nationale, la tension est palpable. À 2 pas du Sénat, le jardin du Luxembourg est fermé. Consigne de la préfecture, la plupart des grands sites touristiques sont aussi fermés, comme le Louvre. Ouais, en fait, il a ouvert et après, ils ont décidé de fermer le musée. Ah, d'accord. Ou encore la Tour Eiffel pour une durée indéterminée. On comprend que c'est un deuil national depuis 3 jours et que tous les sites touristiques vont être fermés, mais c'est vrai que c'est malheureux. Voilà, on voit tout ça fermé, on voit Paris qui baisse un petit peu la garde et ça fait mal. Fermés encore tous les équipements de la ville. Les écoles, les universités, les piscines. Toutes les compétitions sportives du week-end sont aussi suspendues. On est samedi et pourtant les grands magasins n'ont pas ouvert leurs portes. Et même les marchés extérieurs sont fermés, comme dans cette rue du 12e arrondissement. Ça fait tout bizarre parce que ça fait 40 ans que je suis là et c'est la première fois que le week-end il n'y a pas de marché. Donc ça fait bizarre. Surtout que je les ai vus tous remballer le matin, vers 6h30. Ils ont fait tous remballer, alors c'est dur. Toutes les manifestations publiques sont interrompues jusqu'à mercredi. Aujourd'hui, la France entame son premier jour de deuil. Voilà, 4 nouveaux invités m'ont rejoint sur ce plateau. J'accueille Eduardo Riancipel. Bonjour. Vous êtes député socialiste de Seine-et-Marne et membre de la commission de défense nationale et des forces armées au Parti socialiste. Merci d'être avec nous à l'Assemblée nationale. Philippe Dallier, sénateur Les Républicains de la Seine-Saint-Denis, est également avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jacques Boutot, membre du comité exécutif d'Europe Écologie Les Verts. Vous êtes maire du 2e arrondissement de Paris. Merci d'être avec nous. Et puis Antoine Bazbou, politologue, président de l'Observatoire des pays arabes. Merci d'avoir accepté cette invitation. Dès hier soir, avant d'engager plus en avant ce débat, François Hollande a donc pris la parole dans une courte allocution télévisée avant un conseil des ministres extraordinaire. Le chef de l'État a proclamé l'état d'urgence sur tout le territoire, mais également la fermeture des frontières. Ce sont des mesures rarissimes. Quelles sont les conséquences de ce régime d'exception? Élément de réponse avec Tam Tranui. Toutes les mesures pour protéger nos concitoyens et notre territoire sont prises dans le cadre de l'état d'urgence. C'est une mesure rarissime qui renforce les pouvoirs des forces de l'ordre pendant 12 jours minimum. L'état d'urgence décrété dans la nuit a pris immédiatement effet sur l'ensemble du territoire métropolitain et en Corse. Il permet avant tout d'interdire la circulation des personnes ou des véhicules et d'instituer des zones de protection et de sécurité. L'état d'urgence permet aussi d'assigner à résidence toute personne dont l'activité est jugée dangereuse, de fermer provisoirement des lieux de réunion de toute nature et d'autoriser toutes les perquisitions. Outre l'état d'urgence, d'autres mesures ont été prises. Mobilisation des hôpitaux où le plan blanc a été déclenché, fermeture des établissements scolaires et universitaires, de tous les équipements de la ville de Paris, annulation enfin de tous les événements sportifs d'Île-de-France.
Ce matin, François Hollande a convoqué un conseil de défense. Depuis quelques heures, les forces de sécurité intérieure et l'armée, notamment 1500 militaires supplémentaires, ont été mobilisés et déployés. Jean-Louis Gombaud nous a également rejoint sur ce plateau. Bonjour Jean-Louis. Alors la France, on vient de le voir, est paralysée avec cet état d'urgence qui a été décrété par le président de la République. Les écoles ouvriront lundi, mais elles sont fermées aujourd'hui. Les commerces, les salles de spectacle. Quel peut être l'impact de cette paralysie sur le pays, Jean-Louis? L'état d'urgence, par définition, va durer 12 jours avant que, si jamais le Parlement, les députés ne reproduisent pas cet état d'urgence. Sur 12 jours, évidemment, c'est très gênant pour le chiffre d'affaires des grands magasins, même des marchés en plein air, des théâtres, etc. Ce n'est pas sur toute la France, par ailleurs. Donc l'impact économique stricto sensu est assez faible, même, je dirais, pratiquement zéro, mis à part, évidemment, ces situations spécifiques qui peuvent se poser à tel ou tel commerce. Mais, effectivement, le problème, c'est de savoir si cet état d'urgence dure. D'ailleurs, l'importance de la sanction ou du vote parlementaire est extrêmement importante, puisque l'état d'urgence, c'est, en fait, vous mettez, entre parenthèses, l'état de droit à cause d'un état de fait. Et ça, à partir de là, on ne peut pas faire quelque chose de plus urgentissime que l'état d'urgence. Alors si ça dure, ça pose un certain nombre de problèmes. Ça va poser un problème, contrôle des frontières, nous dit le président de la République hier. Effectivement, l'économie française fonctionne en flux tendu. Les importations arrivent en permanence de différents pays. La France importe beaucoup. Si ça durait, on pourrait avoir des ruptures sur telle ou telle catégorie de marchandises, pièces détachées ou autres. Ça pourrait avoir, si ça dure, une certaine importance. Mais il y a un deuxième aspect qui, à mon avis, est plus crucial que cela, c'est l'aspect financier, l'aspect finances publiques. Parce qu'en réalité, l'état d'urgence, il faut quand même qu'il se concrétise dans les faits. C'est-à-dire c'est une mobilisation, le ministre Cazeneuve en a parlé à l'instant, mais avec quel effectif supplémentaire? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, déjà avec Vigipirate, on est au taquet. C'est-à-dire, on ne peut pas, les policiers vous disent, on ne peut pas faire plus. Et même l'armée ne pourrait pas faire plus, même si on a mobilisé 10 000 militaires sur Vigipirate, sur le terrain, on a visiblement un problème financier. Et quand on regarde le budget 2016, on s'aperçoit qu'on augmente les effectifs policiers, mais je crois que c'est de l'ordre de 400 ou 500 simplement. Et donc, effectivement, ça ne sera pas à la hauteur de l'enjeu que fixent les autorités politique. Et là, ça va débouler sur un certain nombre de questions, d'interrogations qui, à mon avis, vont être posées très rapidement. Par exemple, et c'est déjà des bruits qui courent, même dans les milieux politiques, faut-il, comme on le fait aux États-Unis, au Royaume-Uni, sous-traiter une partie de la sécurité intérieure dans des entreprises spécialisées? Même pour la question de l'armée, la question se pose aussi. Donc, pour le moment, on est, je dirais pas en stand-by, mais on est sur les 12 jours. Ça ne va pas changer grand-chose, sauf peut-être sur la vie quotidienne des Français, dans leurs déplacements, le fait qu'on peut rentrer chez les gens sans avoir besoin d'une autorisation judiciaire, etc. Ça peut changer le climat. Enfin, dernier aspect, c'est pas bon pour la psychologie des gens quand même. Mais ce n'est pas tellement l'état d'urgence qui n'est pas bon, c'est les attentats. Et on sait bien que les conditions psychologiques, sociales, ce n'est pas bon pour le commerce, ce n'est pas bon pour l'économie, ce n'est pas bon pour l'optimisme. Alors qu'on voyait un petit regain de conjoncture positive, on a là une contradiction. Donc, voilà un peu le cadrage qu'on peut fixer sur cette affaire d'état d'urgence. Bien, merci beaucoup pour cet éclairage, Jean-Louis. On va faire agir Eduardo Riancipel. Cet état d'urgence, c'est une mesure rarissime, on l'a dit, mais devenue nécessaire au lendemain de cette attaque la plus meurtrière sur le sol français. Oui, parce que vous avez une attaque terroriste sans précédent dans l'histoire de notre pays, par son ampleur, près de 130 morts à ce stade, beaucoup de blessés qui aujourd'hui aussi courent un risque vital, et aussi sans précédent par le mode opératoire. C'est la première fois que sur le sol national, nous avons affaire à des attaques suicides, kamikazes, et en plus avec des attaques simultanées, coordonnées à travers plusieurs commandos terroristes. Et je crois qu'il ne faut pas angoisser les Français. Ils sont lucides. La question, ce n'est pas de savoir si on va avoir des problèmes de pièces de rechange pour nos bagnoles. La question, c'est la protection et la sécurité des Français. Et de ce point de vue, le président a pris la seule décision qui vaille, celle qui permet de mettre un maximum de sécurité et de protection compte tenu de l'urgence. On verra dans 12 jours
s'il est nécessaire de le maintenir davantage, et s'il faut que le Parlement délibère, parce qu'au-delà de 12 jours, il faut que le Parlement délibère. Mais aujourd'hui, place est à l'action et à la neutralisation des terroristes dont nous ne savons pas si tous, à cette heure-ci, ont été neutralisés, si d'autres cellules ou commandos terroristes sont en veille pour frapper dans les prochaines heures. Je vous rappelle que les attaques de janvier, les frères Kouachi avaient d'abord frappé, et 24 heures après, Koulibaly avait frappé. Nous ne sommes pas encore après 24 heures de l'attaque de la nuit dernière. Donc je crois qu'il y a d'abord une priorité, la protection et la sécurité et la neutralisation des terroristes, et ensuite nous reviendrons à la vie normale. Ouais. Mais ce qui est certain, c'est que les Français sont lucides. La lutte contre le terrorisme sous cette nouvelle forme est un combat de long terme, et il faut que nous apprenions à faire avec et à le combattre de manière implacable. Ouais. Philippe Dallier, quelle est votre réaction? Est-ce que la sécurité des Français est assurée selon vous, avec toutes ces mesures qui ont été annoncées? Je n'ai pas des choses très différentes à dire de ce que vient de dire mon collègue de l'Assemblée nationale. Il est difficile de faire comme s'il ne s'était rien passé. Ces terroristes s'attaquent maintenant en pleine rue à des passants, donc ils ne visent plus en particulier des cibles que l'on pourrait particulièrement protéger, donc il faut en tirer les conséquences. Donc je pense que le gouvernement a pris la bonne décision. La question, c'est de savoir effectivement combien de temps cela va-t-il durer. Et la menace va certainement durer, j'allais dire, de longs mois et peut-être plus. Est-ce que nous pourrons maintenir des mesures comme celle-là plusieurs mois? J'en doute. Je pense notamment au marché de plein air, par exemple, dans nos villes, qu'on nous a demandé d'annuler. On l'a fait. Bon, il y a un moment quand même, il va falloir qu'on reprenne le cours des choses, que la vie reprenne son cours, parce que c'est aussi ce que ces gens-là cherchent, à faire en sorte que les populations des pays occidentaux soient terrifiées et que cela change nos comportements, notre mode de vie. Voilà. Donc il faut trouver le bon compromis, mais il est bien évident qu'après les attentats d'hier soir, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire que de décréter l'état d'urgence et de prendre le maximum de mesures pour s'assurer effectivement qu'il n'y a plus, enfin que les complices de ceux-là, s'il y en avait encore, et qui courent peut-être, ne vont pas recommettre un attentat demain ou après-demain. Oui, Jacques Bouteau, quelle analyse faites-vous? On voit la France sous le choc, la capitale parisienne de nouveau touchée au cœur. Oui, effectivement, et je voudrais d'ailleurs commencer par avoir une pensée pour toutes ces victimes et leurs familles. Ces Parisiens jeunes, pour la plupart, des visiteurs de Paris, de ceux qui aiment la qualité de vie à Paris, qui sont... Des ressortissants américains font partie des victimes, hein, effectivement. Qui partagent ce mode de vie, cet amour de la musique, de la rencontre, et qui vivent, et c'est là, et visitent des quartiers, et c'est là où c'est un élément qui est quand même à souligner, très mixte au niveau des cultures d'origine, au niveau de la sociologie des personnes qui les fréquentent, et s'attaquer en particulier à ces personnes qui sont plutôt en général des personnes très ouvertes sur le monde, très tolérantes, ça pose question et c'est un message qu'il faut décoder. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, donc nous comprenons très bien que l'état d'urgence ait pu être décrété, mais je ne voudrais pas que vous étiez aux côtés d'Anne Hidalgo dès hier. Comment ça s'est passé sur place? Ce matin, alors Anne Hidalgo est venue très rapidement sur place au Bataclan pour s'informer de la situation et pour organiser avec les maires des 10e et 11e arrondissements l'accueil des blessés, puisque l'Hôtel Dieu n'était pas en capacité de tous les accueillir, dans les sites des mairies, de la mairie du 11e arrondissement en particulier. Et aujourd'hui encore, ces deux mairies accueillent les familles des victimes pour qu'elles puissent rencontrer des psychologues, reconnaître éventuellement les personnes touchées. C'est un travail pour lequel, d'ailleurs, je dois le souligner, les agents de la ville de Paris, pour beaucoup, se sont portés spontanément volontaires. Il y a une très forte mobilisation de l'ensemble des agents de la ville de Paris. Je voudrais aussi souligner le très bon travail des forces de l'ordre dans cette situation, qui ont fait preuve d'énormément de professionnalisme et de sang-froid. Et je ne voudrais pas que, comme je l'ai entendu ici ou là, déjà certaines polémiques malvenues divisent les Français en fonction de leur origine ou de leur religion. Dans cette situation, c'est
toute la France ensemble dans sa diversité culturelle, dans ce qu'elle représente qui est touchée, et c'est tous ensemble que nous devons faire face. Antoine Basbous, alors on a vu bien la revendication de l'État islamique n'a pas tardé à intervenir. Dans un texte publié en français et en anglais, Daesh estime que 8 frères portant des ceintures explosives armés de fusils d'assaut ont visé des sites choisis soigneusement au cœur de Paris. C'est donc sans surprise déjà dès hier, le chef de l'État avait annoncé qu'il savait d'où venait cette menace. C'est vrai, Daesh a revendiqué, il a menacé de récidiver et menacé d'autres pays qui prendraient la même voie que la politique française. Et il a dit qu'il s'affirmerait et qu'il s'étendrait géographiquement. Donc n'oublions pas quand même que cette année, Daesh a subi 3 échecs. Le tueur du Thalys, celui qui a décapité son boss dans le Rhône, et celui qui s'est tiré une balle dans le pied à Villejuif alors qu'il allait attaquer des églises. Donc là, ils ont signé quand même un succès entre guillemets avec une attaque majeure qui frappe une capitale occidentale. C'est la plus importante depuis les attaques du 11 septembre. Et quand on fait le parcours du 11 septembre 2001 jusqu'à maintenant, il y a 14 ans qui sont passés. Et quand on regarde le bilan,